Dans un instant, vous allez entendre une rencontre avec le psychanalyste Jean-Claude Malval, membre de l'école de la cause freudienne, membre de l'Association mondiale de psychanalyse et professeur de psychologie clinique à l'université Rennes 2. Il présentait à la librairie Ombre Blanche, vendredi 9 octobre 2020, son ouvrage intitulé « Repères pour la psychose ordinaire », publié par les éditions Navarin, Le Champ Freudien. Le débat était organisé par la cause freudienne Midi-Pyrénées et animé par André Swex. Bien, nous allons démarrer cette soirée. Soirée qui est organisée par la délégation de Toulouse de l'association La Cause Freudienne Midi-Pyrénées. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Jean-Claude Malval, qui vient nous présenter son livre publié chez Navarin Éditeur, Repères pour la psychose ordinaire. Un petit mot pour la librairie Ombre Blanche qui nous accueille chaleureusement et que je remercie au nom de l'ACF Midi-Pyrénées. Jean-Claude Malval, pour vous le présenter, il est psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Il est également professeur émérite de psychologie clinique. Vous avez enseigné à l'université de Rennes. Et auteur également de plusieurs ouvrages qui sont des classiques, notamment Étonnante mystification de la psychothérapie autoritaire, Écouter les autistes, La forclusion du nom du père, Logique du délire. Voilà, des ouvrages qui sont maintenant connus, et si vous ne les connaissez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc un ouvrage consacré à la psychose ordinaire. Une question que je pose très souvent, que j'aime bien poser cette question parce qu'elle est importante, enfin pour moi en tout cas. Le projet de ce livre, au fond, vous l'avez élaboré comment qu'est-ce que vous avez voulu J'explique cela longuement demain. D'accord. Mais bon, je peux en dire deux mots. Il vous faudra venir aussi demain. Je peux en dire deux mots. C'est quand même un travail qui s'enracine dans un article de Hornicard de 1989 qui a été développé, qui est la première partie. Et donc, je travaille sur ces choses-là depuis les années 90. Et j'y travaille avant que le concept de psychose ordinaire soit inventé. Et donc, je suis parti, moi, pour ce que j'allais vous dire. Enfin, le modèle de la psychose ordinaire, pour moi, ce n'est pas les trois externalités de Jacques-Alain Miller, puisque ça apparaît en 2009 et que je travaillais sur ces questions bien avant. Et je travaillais sur ces questions à partir du modèle de Joyce. Donc, j'ai une approche de la psychose ordinaire qui, à la fois, recoupe la clinique de ce que nous propose Jacques-Alain Miller, mais qui est quand même fondamentalement différente. Enfin, oui, fondamentalement différente, puisque je l'aborde par les neuroméens, par la rupture des neuroméens, et non pas par les trois externalités, donc ce qui a un certain nombre de conséquences. C'est un peu le point que je développerai plutôt demain, même si je l'évoque peut-être rapidement tout à l'heure. Aujourd'hui, ce dont je voudrais parler, c'est plutôt de à quoi ça sert la psychose ordinaire, puisque quand j'en parle, c'est l'objection qu'on me fait souvent, mais enfin, après tout, on pourrait peut-être s'en passer. Donc, je voudrais montrer combien c'est important, ce concept. Et l'idée que je voudrais faire passer ce soir, c'est que l'utilité de la psychose ordinaire, c'est que ça sert essentiellement, enfin, un des intérêts majeurs, c'est que ça conduit à des conduites, ça pousse à des conduites différenciées de la cure analytique. C'est quand même un point essentiel. Alors, on dirait des conduites différenciées de la cure analytique. Ça peut paraître une thèse banale, pour tout. Hein. Mais il me semble quand même aujourd'hui que ça va un peu à l'encontre de ce que Lacan appelait le discours courant. C'est pas toujours la thèse dominante de dire qu'il faut
différencier la conduite des cures, encore que les avis sont assez divers sur ce point, mais je vais essayer de préciser ma position. Alors, quel est l'intérêt de chercher à préciser des repères cliniques permettant de décerner des sujets psychotiques qui ne sont ni délirants, ni hallucinés, ni incohérents? Ça, la psychose ordinaire. Alors, bien sûr, l'intérêt, c'est de ne pas confondre ces sujets avec des névrosés et ne pas conduire la cure de la même manière. Je voudrais ajouter aussi que différencier les psychotiques ordinaires et les autistes Asperger est un problème qui se pose de plus en plus souvent. Beaucoup de psychotiques aujourd'hui viennent en disant « je suis autiste ». Évidemment, c'est un terme plus valorisant, on comprend. J'en vois un actuellement qui me dit « je suis autiste et puis j'ai mes psychoses et je prends des neuroleptiques ». Mais il affirme bien qu'il est autiste quand même. Alors, est-il possible de conduire la cure de la même manière avec des névrosés, des psychotiques et des autistes? À ma connaissance, aucun analyste n'a vraiment théorisé une réponse positive à cette question, sauf peut-être dans les années 1970, Maud Manoni, qui disait qu'il fallait hystériser la cure des psychotiques, ou Françoise Dolto, qui concevait quand même la forclusion comme un refoulement profond, donc ça conduisait à des conduites de la cure pas très différentes. Mais bon, Dolto ou Manoni ne se référaient pas au dernier enseignement de Lacan. Alors, une des objections majeures faites à la notion de psychose ordinaire repose le plus souvent sur ce dernier enseignement. Ce dernier enseignement qui est appréhendé à partir d'un mélange de continuisme, de forclusion généralisée, de tout le monde délire, ce qui aboutit pour certains à soutenir un positionnement anti-diagnostique et qui génère une thèse à la fois très répandue et à la fois jamais vraiment théorisée, qui est une conduite de la cure à tout faire. Nul besoin de distinction, névrose, psychose, autisme. La seule boussole de la cure serait la singularité du sujet. On entend ça souvent, c'est pas faux, enfin, c'est à préciser quand même. Et on ajoute volontiers parfois qu'une clinique du symptôme serait suffisante parce qu'elle serait transstructurale. Cependant, Jacques-Alain Miller considère que le dernier enseignement de Lacan est aussi le creuset dans lequel prend naissance la notion de psychose ordinaire qu'il introduit en 1998. Alors, soulignons que pour nommer cette clinique floue, il n'invente pas un nouveau terme. Il retient celui de psychose, qui entre immédiatement dans un couple d'opposition avec névrose, voire avec perversion, et même avec autisme. À partir du dernier enseignement de Lacan, il apparaît dès lors que deux orientations sont possibles, soit celle d'une clinique continuiste, qui considère que les passages de la névrose à la psychose et inversement sont graduels, de sorte que rien ne ferait obstacle à une cure qui se borderait à s'orienter sur la singularité symptomatique du sujet. Ou bien au contraire, l'analyse choisit de s'orienter sur une clinique discontinuiste qui introduit dans la cure différentes pratiques selon la structure du sujet. Soulignons bien sûr que la notion de psychose ordinaire n'a d'intérêt que dans cette seconde perspective. Si on souscrit à la première, cette clinique continuiste, si on prône une conduite de la cure à tout faire, c'est de l'ensemble de la clinique structurale, pas seulement de la psychose ordinaire, dont on pourrait faire l'économie dans la pratique. Si on ne distingue pas le symptôme du névrosé, abonné à l'inconscient, qui s'interprète, de celui du psychotique, désabonné à l'inconscient, c'est la formule de Lacan à propos de Joy, symptôme du psychotique désabonné à l'inconscient qui est plutôt à tempérer qu'à interpréter, et si on ne distingue pas aussi celui de l'autiste qui lui serait plutôt à construire son symptôme, si on ne fait pas ces distinctions qui sont pourtant majeures, alors oui, une conduite de la cure à tout faire est possible. À mon sens, elle possède un prix à payer, cette pratique, celui de générer des passages à l'acte,
dont le plus modeste et le plus fréquent de loin réside dans des interruptions prématurées de la cure. Il faut rappeler une indication de Lacan, aujourd'hui fort oubliée, donnée en 1956 dans son séminaire sur les psychoses. Il arrive, constate-t-il, que nous prenions des pré-psychotiques en analyse. Bon, on n'utilise plus ce terme de pré-psychose, mais enfin, ça évoque ce qu'on appelle les psychotiques ordinaires. Il arrive que nous prenions des pré-psychotiques en analyse, et nous savons ce que cela donne. Cela donne, dit-il, des psychotiques. On ne se poserait pas la question des contre-indications de l'analyse si nous n'avions pas tous en mémoire tel cas de notre pratique ou de la pratique de nos collègues, où une belle et bonne psychose est déclenchée lors des premières séances d'analyse un peu chaudes, à partir de quoi le bel analyste devient rapidement un émetteur qui fait entendre toute la journée à l'analyser ce qu'il doit faire et ne pas faire. Lacan indique en outre qu'une véritable prise de parole peut aussi constituer un facteur déclenchant de la psychose. Or, la situation analytique, évidemment, invite à une prise de parole authentique. Lacan mettait ainsi en garde sur le fait d'allonger les psychotiques sur le divan et sur celui de leur confier la règle d'association libre. Alors certes, de nombreux psychotiques, ordinaires ou non, supportent fort bien d'être allongés. Néanmoins, il arrive que l'analyste comprenne bien vite que c'est une méthode qui ne convient pas à certains d'entre eux. J'en fis l'expérience longtemps, quand un sujet, étudiant en psychologie, me plaça dans une difficulté en me disant que si je ne voulais pas qu'il s'allonge, c'est parce que je pensais qu'il était psychotique. Alors, ne voulant pas l'aliéner dans un diagnostic, je lui ai laissé la liberté de choix quant au divan. Donc il s'allongea, long silence, se tortille sur le divan. Il me dit « Vous allez m'enculer ». Alors avec un névrosé, dans ces conditions-là, soit vous vous taisez, soit vous trouvez une formulation ambiguë, l'incitant à se pencher sur ses fantasmes homosexuels. Mais avec un psychotique, l'une comme l'autre de ces attitudes serait de nature à mettre en danger la poursuite de la cure. Avec cet analysant, dans ces circonstances, il est fortement indiqué de lui proposer de revenir en face à face si on souhaite que le travail se poursuive. C'est un exemple de ce que Lacan nommait des moments d'analyse un peu chaude, c'est-à-dire des moments d'angoisse intense qui mettent la cure en danger. Et en ces circonstances-là, mieux vaut que l'analyste n'intervienne pas à l'aveugle, ce qu'il fera d'autant moins s'il a pu déterminer la structure de l'analyse. Bien entendu, il n'y a pas que la cure analytique qui puisse parfois déstabiliser un psychotique ordinaire. L'hypnose ou une psychothérapie trop directive peut susciter un délire d'influence, des soins chirurgicaux, un délire de préjudice, etc. Par ailleurs, dans un passage aujourd'hui peu cité de la question préliminaire, Lacan fait état de dommages graves ou d'effets catastrophiques de certaines interventions portant sur l'interprétation d'une homosexualité latente chez le sujet psychotique. Je cite « l'effet catastrophique constamment observé chez les psychotiques de toute suggestion dans le sens d'une homosexualité latente ». Autre citation de Lacan dans la question préliminaire. L'homosexualité. Il est certain que l'usage de ce thème dans l'interprétation peut entraîner des dommages graves. Notez combien Lacan est affirmatif sur ce point. Constamment observé. Il est certain. Nul doute que son expérience de psychiatre le soutient en ses assertions. Même si ma pratique me conduit sur ce point à être moins radical, notamment quant au constamment observé, même si ce n'est pas si radical, néanmoins, on peut dire que l'expérience que j'en ai conforte ces indications. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de prendre connaissance dans des contrôles et de recueillir le témoignage de ces dommages. Il s'agissait de sujets psychotiques ordinaires qui, s'interrogeant sur une possible homosexualité, s'étaient rapidement enfuis quand ils avaient perçu une confirmation de celle-ci
dans les propos de l'analyste, les invitant à rechercher l'origine de fantasmes homosexuels. Alors qu'aurait-il pu faire d'autre, l'analyste, que de chercher à les analyser? Eh bien, il aurait pu chercher à les tempérer. C'est un partage majeur entre la cure des névrosés et des psychotiques. Dans la première, il s'agit d'interpréter la jouissance, même si ce n'est pas suffisant, mais enfin c'est quand même une orientation majeure. Et dans la seconde, il s'agit de la tempérer. Les interventions qui conduisent la cure vers la construction d'une suppléance ne sont pas les mêmes que celles qui cherchent à dégager le noyau du symptôme de captation imaginaire. On objectera peut-être que cette forte distinction entre interpréter et tempérer la jouissance n'est pas toujours simple à discerner dans la pratique. Certes, parfois on peut hésiter, mais dans beaucoup de circonstances, dans la plupart des circonstances, elle est quand même très claire et elle conduit à des interventions nettement différentes. Un analysant que je suis depuis quelques années donne sur ce point une indication que j'ai trouvée limpide dans son apparent paradoxe. Depuis que j'ai rencontré la psychanalyse, affirme-t-il, je ne cherche plus du côté des fantasmes. Alors, faut-il se dire, à la suite d'un tel constat, que l'analyste qu'il détourne de s'intéresser aux fantasmes devrait faire au plus vite une reconversion professionnelle? Je ne crois pas, parce que l'analysant témoigne de cela avec satisfaction. Depuis qu'il ne s'intéresse plus à ces fantasmes, pas n'importe lesquels, les fantasmes porteurs d'une jouissance mal contenue, non phallique, depuis qu'il ne s'intéresse plus à cela, il n'a plus été hospitalisé et se sent plutôt mieux. Lacan n'ignorait sans doute pas une observation de Ferenczi qui atteste d'une manière claire et originale les effets ravageurs que peut avoir chez un sujet psychotique une interprétation donnant consistance à des fantasmes homosexuels. Lacan s'accordait sur ce point avec Ida Malkopine, qui soulignait l'aggravation des patients à la suite de telles interprétations, ce qui infirmait, selon elle, la pertinence de la thèse freudienne, qu'elle fut, vous savez, une des premières à contester, la thèse freudienne situant le rejet des pulsions homosexuelles au fondement de la paranoïa. Une cure relatée par Ferenczi en 1914 vient remarquablement confirmer les indications de Lacan et de Malkopine. Ce patient Ferenczi accéda à la demande d'un jeune homme supérieurement intelligent, mégalomane et persécuté. Quoique exécré par ses collègues, il accomplissait ponctuellement ses tâches professionnelles. Ses poèmes étaient appréciés par Ferenczi, si bien qu'il avait essayé d'attirer l'attention de personnalités éminentes sur ceux-ci, ce dont le patient lui avait été reconnaissant. À la suite de cela, ce patient vient lui parler environ une fois par mois pendant de nombreuses années pour raconter ses peines comme un confesseur, dit Ferenczi. Il repartait en général soulagé. Son peu de désir sexuel allait de pair avec des convictions érotomaniaques. Ce sujet se situait aux limites incertaines de la psychose ordinaire par son adaptation sociale et de la psychose extraordinaire du fait de sa mégalomanie, de sa persécution et de son érotomanie. Ferenczi ne chercha nullement à entreprendre avec lui une analyse qui n'offrait, pensait-il, aucune perspective dans ce cas. La suite le confirma. C'est vers la 12e année de ses conventions mensuelles, lors desquelles Ferenczi se contentait d'écouter son visiteur, sans l'étendre sur le divan, sans lui demander d'associer librement et sans interpréter. C'est vers la 12e année que survint l'effondrement du patient. Révolté par de prétendues brimades, il se livra à des voies de fait sur son chef de service. Or, vers la même époque, il avait commencé à manifester un intérêt croissant pour la littérature analytique, de sorte qu'il lui était tombé entre les mains un article de Ferenczi argumentant la thèse freudienne sur le rapport entre paranoïa et homosexualité. L'idée qu'il soit lui-même paranoïaque et homosexuel lui avait d'abord paru comique. Peu à peu, cependant,
il adopta cette interprétation. Jusqu'à présent, Nota Ferrangzi, il avait souffert d'une manie de la persécution, mais maintenant il comprenait par une sorte d'illumination que dans le fond, il était à proprement parler un homosexuel. Le lendemain, il fut très angoissé, torturé par d'insupportables fantasmes homosexuels. Quelques jours plus tard, il avait des hallucinations, parlait seul, faisait du scandale. Il entra dans un état catatonique dans lequel il resta plusieurs semaines. Il dut être soigné dans une clinique psychiatrique. Il faut par conséquent constater qu'une attitude de non-intervention poursuivie pendant plus de 10 ans avait évité la psychose déclarée, tandis qu'il suffit de la lecture d'un article écrit par l'analyste pour que le sujet se trouve durablement désaxé. Cette lecture a fait interprétation. Elle a suggéré au sujet qu'il était capable d'avoir franchi la limite hétérosexuelle de la jouissance, ce qui bien vite le tourmenta et suscita probablement des propos moqueurs imputés aux collègues. Tout laisse supposer qu'il fut conduit à faire du scandale pour se défendre de telles accusations. Donc l'interprétation inattendue opéra ici dans le sens d'une ouverture vers une jouissance débridée, tandis que ce qui aurait été bienvenu aurait été sa contention. Bien des cures de sujets psychotiques ont basculé suite à une interprétation ambiguë qui érige l'analyste en maître possesseur d'un savoir insu du patient. Une simple question, laissant entendre que derrière ce que dit le sujet, une signification lui échappe, mais que l'analyste la détiendrait, pose ce dernier comme celui qui peut deviner l'intimité. Situation propice, je dis propice, ça n'a pas toujours une catastrophe, c'est une situation qu'il vaut mieux éviter. Situation propice à ce que le psychotique se demande ce que l'analyste lui veut. Or, quand la question se lève pour un psychotique, la réponse penche régulièrement vers la malveillance. Souvent, me rapportait une patiente, je ne comprenais pas ce que mon ami me disait. Alors je pensais que c'était en ma défaveur ou qu'il se moquait de moi. Une vignette clinique est à cet égard exemplaire. Un incident imprévu survenu dans le cours de la cure en constitue le fait principal. Un patient de 37 ans était en train de stabiliser un délire déjà ancien. Or, un événement banal mit sa construction en péril. Depuis plusieurs mois déjà, il confiait à l'analyste, Michael Turnheim, le souci que lui causait son courrier. L'arrivée d'une lettre était toujours pour lui une mauvaise nouvelle. Jusqu'alors, cela n'était resté qu'une plainte parmi d'autres. La situation changea radicalement le jour où le courrier lui apporta non pas une simple lettre, mais l'avis d'une lettre recommandée. Il se rendit au bureau de poste où on lui expliqua que cette lettre ne pouvait lui être remise avant plusieurs heures. Angoissé, il se rendit chez sa mère, il s'allongea sur le sol à côté d'elle, puis il sortit dans la rue et cria à voix forte à Jésus, sous le regard duquel il pensait dans son délire se trouver en permanence, « Jésus, tu ne m'auras pas, je ne vais plus t'obéir, Jésus, tu es un salaud. » Il était convaincu, avec cette lettre recommandée, que Jésus lui jouait un mauvais tour. Quelques heures plus tard, il put tirer la lettre au bureau de poste. Elle venait d'une assurance. Son angoisse diminua, mais pendant plusieurs jours, il resta, selon ses dires, fâché avec Jésus. « Je ne savais pas ce que c'était », confia-t-il pour justifier son bouleversement. Cet avis d'une lettre recommandée qu'il tient dans ses mains, commande Turnheim, et qui annonce une autre lettre dont il ignore le message, n'est rien qu'un signifiant sans signifier, et même si le patient sait qu'il en connaîtra la signification peu après, cela ne diminue pas pour autant son effet inquiétant. Pour l'instant, le sujet ne sait plus ce que l'autre lui veut. Il craint alors qu'il le laisse tomber ou qu'il le persécute. C'est pourquoi le patient contre-attaque avec un « tu ne m'auras pas ». L'intérêt de cet épisode, souligne pertinemment Turnheim, vient du fait qu'il est déclenché par quelque chose qui ressemble beaucoup à une interprétation.
une interprétation telle qu'on peut la faire avec un névrosé. Dès que l'ambiguïté se lève, les psychotiques sont portés à l'interprétation. Ils ne manquent pas de capacité à cet égard. Mais le plus souvent, c'est alors la malveillance de l'autre qui s'impose à eux. À la suite d'une intervention cherchant à lui dévoiler le sens latent d'un rêve, tout se mit à faire sens pour Roger Casque de Bronze. Un marteau oublié sur le bureau de l'analyste lui signifia soudain qu'il était marteau. Le cachet d'une lettre devint une lettre de cachet. Son nom inscrit dans un casier du carnet de rendez-vous marqua son emprisonnement, etc. Et il interrompit la thérapie. Si une simple question a la fonction d'une interprétation, soit la fonction de laisser entendre qu'il y a derrière ce qui est dit une signification qui échappe au sujet, mais non au thérapeute, ce dernier est alors ressenti comme celui qui peut deviner, avoir une connaissance de l'intimité du sujet, et que ce sujet, lui, ne la possède pas. De même, souligner un lapsus chez le sujet, papier vert au lieu de papier vert, par exemple, peut laisser entendre qu'il y aurait une signification inconsciente, et le fait que le thérapeute l'aurait deviné. En général, quand le sujet psychotique se positionne en tant que sachant, ce qui n'est pas rare, il est préférable d'adopter une position de sujet supposé ignoré. Toutefois, il arrive que le psychotique ordinaire soit flottant, vide. Dans ces circonstances, l'analyste est souvent conduit à être plus assertif. Dans tous les cas, ce qui spécifie l'analyste est qu'il s'agit d'un sujet s'intéresser aux propos du psychotique et non à son fonctionnement biologique. Évidemment, s'il se limite à son fonctionnement biologique, il peut confronter le sujet à un autre omniscient, sans manque, écrasant. L'interprétation avec le psychotique doit se garder d'être ambiguë, de poser l'analyste en maître et de suspecter une homosexualité latente. De même, il n'est pas approprié de confier la règle d'association libre au psychotique. Il convient plutôt d'initier avec lui une conversation dirigée, inspirée des échanges à bâton rompu, pour reprendre une expression utilisée par Lacan lors de ses entretiens avec Aimé. Une conversation, cependant, orientée par le souci de protéger le sujet de la jouissance menaçante de l'autre. Pour cela, il s'agit non de chercher une vérité cachée, mais de préserver les soutiens imaginaires, parfois, ou d'encourager les inventions symptomatiques. « J'ai besoin de faire semblant de psychologue », me disait récemment une analysante. « Ça m'épuise. Mais si je ne fais pas cela, je ne suis plus rien. » Comment intervenir à cet égard si vous n'avez pas une idée de la structure ? Faut-il tenter d'analyser ce qui soutient cette identification imaginaire au psychologue pour tenter de la faire chuter ? Ce serait si elle était névrosée. Ou au contraire, faut-il la préserver, cette identification, tout en cherchant comment l'analysante pourrait mettre un peu plus de souplesse dans cette identification épuisante ? Heureusement, j'y reviendrai, il n'y a pas toujours nécessité d'intervenir. Beaucoup d'analystes se contenteront de ne rien dire. Et quand ils n'ont pas une idée bien précise de la structure de l'analysant, c'est sans doute le plus prudent. Toutefois, il existe aussi des circonstances lors desquelles l'abstention n'est pas l'attitude la plus appropriée. Revenons un instant sur cet analysant très satisfait que la cure le détourne d'aller du côté de ses fantasmes. Il ne s'agit pas de n'importe quel fantasme. Il n'est pas, par exemple, question de le détourner, de s'interroger sur ses rêves. Il ne s'agit que de certaines idées, en l'occurrence portant non sur son homosexualité, qui est effective, en l'occurrence, c'est un homosexuel, mais il s'agit de détourner sur ses fantasmes pédophiles. Bien qu'il ne les ait jamais mis en acte, ils l'ont tellement perturbé qu'il a dû quitter son travail auprès d'enfants et qu'il a dû être hospitalisé.
Cela révèle que les dommages graves de l'interprétation dont parle Lacan ne portent pas précisément sur l'homosexualité. C'est un cas particulier de chose qui est plus large. On pourrait d'ailleurs objecter à juste titre qu'il existe des sujets psychotiques qui vivent bien leur homosexualité et qui ne sont pas déstabilisés quand on les interroge sur celle-ci. Les interprétations déstabilisantes sont celles qui confortent une jouissance débridée, quelle que soit sa thématique, tandis que celles qui vont dans le sens de tempérer cette jouissance sont ressenties comme rassurantes. Contrer la jouissance débridée implique des interventions très différentes de celles qui visent à la levée des identifications pour faire surgir l'os du symptôme. Un exemple. Ma mère m'a dit que je dois vous parler de mon addiction à la pornographie et du fait que je me masturbe beaucoup en regardant. Un psychiatre, le prenant sans doute pour un névrosé, a cherché à le déculpabiliser en lui disant que tous les adolescents se masturbent, que tout ça n'est pas bien grave. Mais il n'est pas retourné le voir. Ça ne l'a pas rassuré. C'est un psychotique ordinaire, celui dont j'évoquais au début, qui se loge sous le signifiant pour lui rassurant d'autiste. Et mes interventions concernant sa jouissance un peu trop débordante ont été dans un tout autre sens, celui de chercher avec lui comment il pourrait limiter ses pratiques masturbatoires. Il n'en tient nullement rigueur, au contraire, il s'efforce de le faire et de s'intéresser à d'autres activités. Un autre exemple encore de conduite différente de la cure. Dans le discours encore parfois légèrement diffluent de Francine, un réel culpabilisant qui évoque sa déchéance et la perturbe tente à s'insérer avec insistance. C'est vraiment avec insistance, c'est tous les jours. Une femme qui passe lui fait penser qu'elle est elle-même une gouine. Son regard qui s'attarde sur une braguette l'horrifie. Dire « si vous voulez » devient une autorisation lubrique. Une politesse d'un médecin est reçue par elle comme une avance. Elle-même n'aurait-elle pas été trop loin en serrant la main d'un collègue, etc. Toutes ces questions sont là. Tous ces événements insignifiants mais quotidiens sont source d'une angoisse qui la dérange et qui ne s'apaise qu'en faisant appel à la parole d'un autre pour recouvrir ce réel. Encore faut-il, bien sûr, que cette parole qui va tempérer ça, que cette parole aille dans le sens de contrer la jouissance débridée, et non pas, comme le firent certains, souvent, de chercher à la banaliser. Francine a réussi à trouver des interlocuteurs, son mari, des prêtres, des religieuses, des psychiatres, son analyste, qui n'ont pas pris ces appels téléphoniques réitérés pour du harcèlement, parce qu'elle peut téléphoner 5 fois par jour pour des choses extrêmement banales, mais qui l'angoissent, mais qui ont pris ces appels pour un mode d'apaisement nécessaire. Elle est d'ailleurs parvenue à user la patience de plus d'un. Son rempart le plus solide contre l'irruption du réel, elle le trouve principalement aujourd'hui dans la parole de son mari et dans celle de son analyste. Les employeurs du mari se sont inquiétés de la fréquence trop élevée de ses appels à celui-ci sur son lieu de travail. Elle se borne maintenant à lui téléphoner 3 quarts d'heure tous les midis en mangeant dans sa voiture. Il m'a fallu aussi parfois mettre des limites à ces appels envahissants. Lui reste alors, quand elle ne peut pas me joindre, le recours à la prière. Mais l'effet d'apaisement est plus difficile à obtenir par ce moyen parce que la réponse de Dieu est toujours plus incertaine. La solution trouvée par Francine pour tempérer ses angoisses lui permet d'effectuer correctement son travail, toujours le même depuis 30 ans, avec peu d'arrêts de maladie. Depuis une dizaine d'années, je la vois depuis une trentaine d'années, depuis une dizaine d'années, elle ne vient plus en séance que pour dépasser des moments difficiles, tandis que la fréquence de ses appels téléphoniques s'avère variable, de plusieurs par jour à aucun pendant quelques mois. Elle est sans doute considérée comme un peu bizarre par sa hiérarchie et ses collègues, mais ses appréciations sont bonnes et elle sait éviter tout conflit. Son mariage est stable, ses 2 grands-enfants font des études. Si sa parole n'avait pas
été accueilli par une écoute psychanalytique à sa sortie de l'hôpital il y a une trentaine d'années. Une écoute psychanalytique en particulier par son psychiatre aussi, qui était très ouvert. Mais si sa parole n'avait pas été prise au sérieux, s'il n'y avait pas eu cette intervention par son psychiatre, par ses proches, par moi, pour tempérer cette jouissance débridée qui surgit un petit peu tous les jours, comme elle-même n'a pas réussi à créer quelque chose de sa part, eh bien, je pense qu'elle n'aurait pas réussi à tenir comme ça dans son travail depuis ce longtemps. Alors bien sûr, certains s'étonnent que des cures psychanalytiques puissent durer de longues années, voire comme celle de Francine, dont j'ai déjà fait état dans le livre sur la conclusion de l'union du père. Certains s'étonnent que des cures puissent tendre vers une infinitude à laquelle seule la mort de l'un des protagonistes mettra vraisemblablement un terme. Ceux qui s'étonnent méconnaissent qu'il est des sujets psychotiques qui trouvent dans ces cures un étayage rassurant. Mais pour cela, pour qu'elle soit rassurante, et un étayage, pour cela, elle doit être conduite en prenant en compte la singularité du fonctionnement de ces sujets. Ce qui implique être en mesure de discerner comment les protéger de la jouissance mauvaise de l'autre. Chercher à précipiter la fin de ces cures peut être parfois inapproprié. Une analysante que je reçois depuis 1985, c'est-à-dire 35 ans, me l'a bien fait comprendre. Elle a engagé sa cure quand mon cabinet était à Reims, où elle habite toujours, et elle a poursuivi sa cure à Paris quand j'ai eu un cabinet, et à ma surprise, elle a absolument voulu continuer le travail quand je me suis installé à Rennes. J'ai essayé de lui donner des adresses à Reims, mais pour elle, il n'en était pas question. Il y a certes une dimension érotomaniaque peu voilée en son transfert, mais la cure et ses difficultés maintiennent cela dans des limites supportables, et pour elle et pour moi. Il y a quelques années, elle a envisagé d'arrêter ce travail analytique, sur quoi je n'avais aucune raison de m'opposer. Elle l'a fait, elle a arrêté, et peu de temps après, bouffée délirante et hospitalisation d'une quinzaine de jours en clinique. De sorte que dès sa sortie, elle m'a demandé à revenir. J'ai accepté que se poursuive cette cure interminable, dont une des fonctions semble être de localiser sa jouissance, pour une grande part érotomaniaque. Elle est née la même année que moi et envisage aujourd'hui un bridage plus radical de cette jouissance, en se demandant lequel de nous deux partira le premier et en s'inquiétant régulièrement de mon état de santé. Bien entendu, il n'est pas inéluctable que le traitement psychanalytique du psychotique soit interminable. Certains sujets trouvent des solutions qui restent dépendantes de l'analyste, certains parviennent à l'être moins, et certains à ne plus l'être du tout. L'indication déjà ancienne de Michel Sylvestre concernant les psychotiques avérés conserve toute sa pertinence à l'égard des psychotiques ordinaires. Si, dans sa demande initiale, notait Sylvestre en 1984, si dans sa demande initiale, le psychotique attend de l'analyste des signifiants propres à organiser les bouleversements de son monde, dans sa demande seconde, celle à partir de quoi le transfert va s'orienter, le psychotique propose sa jouissance à l'analyste pour qu'il en établisse les règles. Il ne s'agit donc pas de s'orienter sur le déchiffrement du symptôme, ni sur une élucidation du passé, ni sur le dégagement d'un objet de jouissance, mais de favoriser l'émergence d'une solution qui permet de restaurer un nouage des dimensions symboliques, imaginaires et réelles de la structure subjective. Il convient ainsi de se prêter à la recherche d'inventions inédites ou à la restauration d'un branchement. Certains sujets se stabilisent par la routine, en prenant appui sur des identifications conformistes, d'autres par l'invention, en élaborant une suppléance. Il est fréquent que le seul fait d'une session de jouissance dans le dire des séances produise une amélioration. Elle aboutit d'autant mieux
que l'analyste sait conduire la cure dans les voies d'une régulation de la jouissance. Or, il ne le fera pas avec certains sujets dont la structure psychotique est difficile à décerner, s'il considère que la psychose ordinaire est une notion inutile et s'il adhère à la notion paresseuse de conduite de la cure à tout faire, qui me semble à décrédibiliser la pratique de la psychanalyse auprès d'un certain nombre de sujets qui ont eu le sentiment que ça ne leur convenait pas. Donc à elle seule, cette distinction majeure entre interpréter et tempérer la jouissance objecte à une conduite de la cure à tout faire. La psychanalyse appliquée avec le psychotique n'est guère tournée vers le passé, ni vers le déchiffrage de l'inconscient. Elle est vers l'apaisement de la jouissance dérégulée. Son but n'est pas la traversée du fantasme, ni le dégagement d'un signifiant maître, mais l'invention d'une suppléance. C'est le meilleur résultat possible. Mais elle doit parfois se satisfaire plus modestement d'un soutien à des étayages. Pour que s'instaure une dynamique de cure, la position de témoin à laquelle beaucoup de psychotiques cherchent à maintenir l'analyste pour se protéger de son désir reste insuffisante. L'analyste doit se garder de certaines interprétations déstabilisantes, celles qui mineraient des identifications dont le sujet soutient, celle qui ferait résonner le cristal de la langue pour interpréter un symptôme, celle qui appréhenderait un pouce à la femme comme une pulsion homosexuelle ignorée, etc. L'analyste doit, par surcroît, se former à la manœuvre du transfert en s'efforçant d'orienter la jouissance tantôt de manière limitative, en contrant la jouissance dérégulée, tantôt de manière positive, en soutenant certains idéaux du sujet. S'opposer à la pente de beaucoup de psychotiques à incarner l'objet déchu constitue une orientation majeure de la cure. Elle incite parfois à dire non à des conduites hors limites, parfois à tenter de décaler la position du sujet à l'égard d'hallucinations mortifiantes, parfois encore à soutenir un travail créatif propre à forger un nouage symptomatique. Reste le constat, si souvent fait, que certaines cures de psychotiques ordinaires se sont bien déroulées, quoiqu'ayant été conduites comme s'il s'agissait de névrosés. Comment cela est-il possible ? Un élément majeur de réponse tient à ce que pour l'analyste lacanien, comme le souligne Jacques Miller, l'essentiel est de transmettre une méthode permettant à la parole du sujet d'acquérir une puissance. Elle se laisse ramener à celle-ci, précise-t-il, à ceci, il faut apprendre à se taire. La parole ne porte et ne retient l'attention du patient qu'à la condition d'être rare, même si elle le conduit à côté des formations de l'inconscient. Il est ainsi des cures de névrosés authentiques ou supposées, dans lesquelles l'analyse parle peu, sinon pour quelques interventions de bon sens, orientées vers un soutien aux investissements majeurs du sujet, de sorte que certains psychotiques trouvent dans l'analyse à la fois un lieu qui canalise une part de leur jouissance et qui les soutient dans un travail du signifiant, pouvant leur permettre de construire ou d'affermir une suppléance. Ces psychotiques-là sont tout à fait capables de supporter que l'analyste reste silencieux. En revanche, le danger, ce sont surtout les interventions intempestives ou maladroites, celles qui peuvent faire vaciller la cure et le sujet. Bref, il me semble qu'un analyste prudent, ne sachant pas trop s'il a affaire à un névrosé ou à un psychotique, peut, dans certaines circonstances, conduire la cure avec un psychotique ordinaire, même non repéré, sans trop faire obstacle au travail. Ajoutons que lorsque l'analyste est silencieux, et certains le sont particulièrement, alors son mode d'intervention principal est la coupure. Intervention qui n'est pas incompatible avec une limitation de la jouissance du sujet. En combinant silence et coupure avec certains psychotiques ordinaires, il n'est pas douteux qu'il arrive que la cure fonctionne, même si le sujet était pris pour un névrosé. Je dirais heureusement parfois.
Alors, j'ai peut-être encore le temps de vous dire quelques mots sur le livre lui-même. Pour répondre à votre question initiale, alors pourquoi est-ce que je ne suis pas parti des 3 externalités pour appréhender la psychose ordinaire? Parce que, je vous le disais, ce modèle a été introduit en 2009. Or, j'ai commencé à travailler sur la psychose ordinaire dès les années 1980. Et en 1980, la psychose ordinaire n'existait pas. Alors, la clinique existait. Bon, on appelait ça, à l'époque, plutôt psychose non déclenchée, bien que ce ne soit pas la même chose. C'est qu'une psychose non déclenchée est un concept plus restreint que la psychose ordinaire. On n'a pas retenu tellement les suggestions de Lacan quand il parlait de psychose sociale, c'est-à-dire psychose socialement adaptée, où il évoquait aussi ces fous normaux qui constituent notre ambiance. Bon, ces termes-là n'ont pas fonctionné. Moi, j'avais proposé un autre terme qui était un peu lourd et qui n'a pas été retenu. À l'occasion de son travail sur Joyce, dans le séminaire sur le symptôme, Lacan incite à se repérer sur quelques phénomènes élémentaires pour discerner la structure psychotique de l'écrivain irlandais. Alors, ces phénomènes élémentaires, c'est l'essai de tomber du corps, rapport imposé à la parole, épiphanie. Enfin, épiphanie, c'est pas vraiment des phénomènes élémentaires, mais c'est l'indice d'une rupture du nœud. Et comme j'emploie phénomène élémentaire dans le sens précis de rattache du nœud broméen, on peut considérer que les épiphanies sont des phénomènes élémentaires. Le rapport fusionnel à sa femme, etc. Tout ça, c'est du côté des rattaches du nœud. Lacan souligne surtout la dimension imaginaire qui est libre à partir de se laisser tomber du corps. Mais il considère que par son travail d'écriture, Joyce est parvenu à renouer l'imaginaire aux autres dimensions en raboutant son ego, comme il dit, c'est-à-dire en ajoutant à l'ego, cette formation imaginaire, un travail d'écriture qui va donner consistance à son ego et qui va forger un nom à Joyce. Alors si on fait nôtre cette méthode de Lacan pour cerner la structure psychotique chez ce sujet qui n'a par ailleurs, qui n'est ni délirant ni halluciné, hallucination il aurait peut-être eu quelques-unes, enfin bon, il n'a jamais été hospitalisé, il n'était pas incohérent, bon, c'est quand même un psychotique ordinaire. Bon, si on accepte cette méthode pour cerner la structure psychotique chez ce sujet, on constate qu'il convient non seulement de mettre en évidence des formes discrètes de la forclusion du nom du père par l'entremise des phénomènes élémentaires, mais qu'il s'agit aussi de dégager des modes de stabilisation qui permettent au sujet de ne pas déclencher de psychose ou bien de maintenir la discrétion de celle-ci, parce que la limite entre psychose ordinaire et psychose extraordinaire est assez floue, il n'y a pas de limite nette. Donc, cette notion de psychose ordinaire, je dépends de la notion de psychose hors déclenchement, parce que, par exemple, on peut inclure la psychose médiquée, la psychose stabilisée, etc. Donc, le sujet peut avoir déclenché cette stabilisée. La psychose ordinaire, c'est quand même un concept assez large. Alors, ce qui est étonnant... je ne sais pas si c'est étonnant, mais enfin, il faut constater que Jacques-Alain Miller ne suit pas l'indication qui semblait s'imposer de l'enseignement de Lacan pour constituer la notion de psychose ordinaire. Jacques-Alain Miller ne fonde pas la psychose ordinaire sur le modèle joycien. Son point de départ est issu d'une indication de Lacan concernant le président Schreiber. Ce que nous cherchons dans la psychose ordinaire, affirme Jacques-Alain Miller, c'est ce désordre au joint le plus intime du sentiment de la vie chez le sujet. Lacan utilise cette expression dans la question préliminaire pour désigner le meurtre d'âme auquel font allusion des hallucinations verbales de Schreiber. Lacan rapporte ce meurtre d'âme à un trou à la place de la signification phallique, écrit Fizero. Et Jacques-Alain Miller décline ensuite ce désordre en 3 externalités, sociales, corporelles et subjectives. La première est sociale, elle se traduit par l'incapacité du sujet à assumer une fonction sociale, ou à l'inverse par une suridentification à une fonction sociale. La seconde externalité corporelle se traduit par le fait que le corps se défait,
ou que le sujet est amené à inventer des liens artificiels pour se le réapproprier. Par exemple, des serre-joints mis en place par des piercings ou des tatouages. Enfin, je ne veux pas dire que le piercing ou le tatouage a toujours cette fonction, bien entendu, mais il peut parfois l'avoir. La troisième externalité est subjective. Elle se décèle par l'expérience d'une vacuité non dialectique ou par la fixité d'une identification au déchet. Donc son approche et la mienne cernent à peu près une clinique très semblable, qui est fondée sur des manifestations discrètes de la forclusion du nerf du père, mais on part de modèles différents. Lui part des trois externalités, moi je pars du nœud borroméen, qui n'est pas borroméen justement dans la psychose ordinaire, c'est ce qu'il y a un ratage du nœud, un ratage compensé. Alors, il y a une conséquence quand même. On dit, quant à la clinique, c'est à peu près la même. Mais ce n'est pas la même manière de prendre les choses. Est-ce que ça inclut des différences? Alors, évidemment, si on prend les choses avec le modèle joycien, ça introduit une rupture beaucoup plus nette entre névrose et psychose, puisque la propriété borroméenne est présente ou non. Alors, si elle est présente, on est dans la névrose. Si elle ne l'est pas, on est dans la psychose, voire dans l'autisme. Mais bon. Donc, prendre les choses avec ce modèle joycien implique une approche résolument discontinuiste. Tandis que celui des trois externalités l'est moins. Néanmoins, quand même, Jacques-Alain Miller utilise le terme de psychose ordinaire. Et la psychose, ça s'inscrit dans un couple de positions avec la névrose. Et il n'utilise pas le terme de borderline, qui commet cette opposition. Selon Jacques-Alain Miller, il y a forclusion du nom du père dans la psychose ordinaire, mais il y a un appareil supplémentaire. Le nom du père est compensé par un compensatory make-believe qui peut, dit-il, n'être qu'une identification compensatoire. Dès lors, la psychose ordinaire appelle un diagnostic bifide pour être identifié. Il s'agit d'une part de dégager des signes de ratage du nouage borroméen de la structure, ce que j'appelle les phénomènes élémentaires, et d'autre part de discerner par quels moyens ce nouage, ce ratage, vient à être imparfaitement suppléé ou compensé. Et c'est ce que j'appelle les signes discrets. En ce qui concerne Joyce, selon Lacan, c'est son écriture qui lui permet de faire tenir ensemble les éléments de sa structure. Il considère qu'elle raboute son ego, c'est-à-dire qu'elle ajoute quelque chose à celui-ci. Les phénomènes de laisser tomber du corps indiquent que l'ego de Joyce ne se soutient pas, comme il est d'ordinaire, par l'image du corps. C'est grâce à l'écriture que son ego trouve une consistance. Il s'escabote, dit Lacan, grâce à elle. Il cherche par son écriture que son nom survive à jamais. C'est de se vouloir un nom, indique Lacan, que Joyce a fait la compensation de la carence paternelle. Grâce au raboutage de l'ego par le symptôme, par ce symptôme écriture, le nœud joycien s'avère solide, mais il garde des traces de n'être pas borroméen. Il est solide, mais il n'est pas borroméen. La dimension imaginaire est certes coincée par l'ego, elle ne glisse plus entre le réel et le symbolique, mais l'imaginaire reste mal noué, et il en reste des indices, ce sont les signes discrets. On peut en isoler deux concernant Joyce. D'une part, un ego peu accroché au corps, ce qui illustre bien la photo mise en première page du recueil Joyce avec Lacan, où l'on y voit Joyce de dos, dépréciant son image. Et d'autre part, une écriture qui couple le souffle du rêve, dit Lacan, une écriture aride qui ne fait pas appel à notre imaginaire, parce qu'elle est mal connectée à l'imaginaire de Joyce. Mon projet, donc, dans Repère sur la psychose ordinaire, est de donner plus d'ampleur à ce modèle joycien. Alors, même qualifiée d'ordinaire, la psychose reste héritée d'une tradition psychiatrique avec laquelle Freud a dû composer, et Lacan aussi. En dégageant pourtant des fonctionnements subjectifs et non des maladies ni des troubles, l'approche psychanalytique incite à rompre avec ce passé.
La triade névrose, psychose et autisme gagnerait à être renommée en utilisant des termes moins lourdement chargés de connotations pathologiques et stigmatisantes, puisque la normalité, entre guillemets, n'est rien d'autre que la compatibilité d'un de ces modes de fonctionnement avec le lien social. Évidemment, même le terme d'autisme pose problème aujourd'hui, même bien qu'il soit associé au génie, il fait quand même confusion avec la psychose, et tous ces termes gagneraient à recevoir d'autres dénominations. Bon, j'ai encore un peu de temps, là, peut-être. Alors, donc, ce modèle de la psychose ordinaire abordé à partir des nœuds borroméens ou non, fait objection, à mon sens, à une clinique continuiste. Jamais Lacan ne parle de clinique continuiste. C'est une notion qui surgit longtemps après sa mort. Quant à Jacques-Alain Miller, il a introduit le concept discontinuiste de psychose ordinaire. Il n'a pas donné consistance, loin de là, au concept de borderline, concept continuiste de borderline que Lacan utilise une fois rapidement et qu'il n'a pas du tout cherché à fonder. Alors, à ma connaissance, 3 arguments sont régulièrement invoqués pour fonder une clinique continuiste. Alors, clinique continuiste, je suppose que vous savez tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y aurait un passage névrose à psychose, psychose à névrose. Alors, 3 arguments sont résolument invoqués, mis en avant pour soutenir cette clinique continuiste. La forclusion généralisée, le symptôme généralisé et les nœuds élastiques. Alors, on va dire un mot de chacun de ces arguments. La forclusion généralisée, qui est un terme qu'introduit Jacques-Alain Miller, mais bon, enfin, l'idée est déjà chez Lacan. Enfin. Donc la forclusion généralisée signifie que tout discours manque de garantie. Chez le névrosé, toute affirmation repose en dernière analyse sur un pari qui prend appui sur son mode de jouissance, capté par un signifiant-maître. Mais le signifiant-maître est une invention singulière qui ne donne aucune garantie. C'est pourquoi Lacan peut affirmer tout ce qui se dit est une escroquerie, ou que le fantasme est délirant, voire que la réalité est un rêve. Le fantasme est délirant, c'est Jacques-Alain Miller, la réalité est un rêve, c'est Freud. Mais tout ça, c'est la même idée. La forclusion généralisée vaut pour tout sujet, mais elle ne postule en aucune manière un noyau psychotique chez celui-ci. Cependant, elle a pour conséquence que tout le monde délire. Or, ce délire-là est transstructurel. C'est le délire commun, c'est l'escroquerie généralisée, c'est le fantasme, c'est même la réalité construite par chacun. En ce moment, je suis en train de délirer, bien sûr, parce que c'est un pari que je fais sur la psychose ordinaire. Ce n'est pas une vérité absolue, bien sûr. Donc, on délire tous. Mais on n'est pas tous psychotiques. Il n'y a pas de clinique spécifique du délire commun ou de la forclusion généralisée. En revanche, il existe une clinique de la forclusion restreinte. Le délire psychotique est une variété clinique du délire commun. Forclusion généralisée et forclusion du nom du père ne se situent pas au même niveau logique. C'est pourquoi la forclusion du nom du père peut être dite forclusion restreinte. C'est un cas particulier. En son fondement, le délire commun ne possède pas de caractéristiques relevant de la forclusion du nom du père. Cette dernière introduit une formation spécifique dans le délire commun. Le délire du psychotique n'est pas de même nature que celui du névrosé. C'est pourquoi on parle plutôt de fantasme pour le névrosé. Alors il est certes possible de passer du délire commun au délire psychotique et inversement, mais la psychose ne se réduit pas au délire. Certains psychotiques ne sont pas délirants.
De surcroît, il n'existe pas de définition précise du délire psychotique. On peut cerner la structure d'un sujet avec une relative rigueur, mais on ne peut pas dire où commence un délire. Surtout, le délire est conçu comme rupture avec la réalité, ce qui impliquerait là aussi qu'on ait une réalité de référence, ce qui n'est pas le cas. On ne peut pas dire où commence un délire, précisément parce qu'on délire tous. Mais délire commun n'est pas psychose commune. Bref, il peut y avoir un certain continuisme en prenant la perspective indéfinissable du délire, mais délire n'est pas psychose. Il y a une clinique de la forclusion du nom du père qui permet d'identifier non le délire, mais le sujet psychotique. En revanche, il n'y a pas de clinique de la forclusion généralisée, concept qui ne se situe pas au même niveau que le précédent. Il n'y a pas de passage clinique de la forclusion généralisée à la forclusion psychotique, puisque cette dernière est déjà incluse dans la précédente. Bref, tout sujet est délirant, mais tout sujet n'est pas psychotique. La forclusion généralisée dégage un trait commun à tous les sujets. Cela ne lui donne en aucune manière la capacité de réduire à néant la clinique structurale. Parler de clinique généralisée du délire repose sur un tour de Bonneau qui fait à croire que dans l'expression délire commun, le mot délire renvoie au même phénomène que dans délire psychotique. Deuxième argument pour une clinique continuiste, le symptôme généralisé. Lacan fait du symptôme de Joyce, l'écriture, un rabotage de son ego qui permet de faire tenir un nouage non borroméen des éléments de la structure subjective. D'autre part, Lacan fait du nom du père, dans son dernier enseignement, non plus un universel, garant de l'ordre symbolique, mais un X, un mode de jouissance propre à chacun, capté par le signifiant maître qui est au principe du symptôme. La clinique continuiste suggère que le psychotique pourrait faire de son symptôme un nom du père. Or, Lacan prend soin de signaler deux sortes de symptômes. Celui du névrosé, je vous l'ai dit, abonné à l'inconscient, analysable, et celui de Joyce, désabonné à l'inconscient et inanalysable. Et Lacan dit que Joyce est inanalysable. Bon, ce qui déjà met en place une clinique discontinuiste du symptôme. Notons que pour appréhender la psychose stabilisée, Lacan introduit le concept de suppléance et Jacques-Alain Miller celui de compensatory make-believe. Le make-believe, ce qui fait croire, me semble pouvoir être apporté au signifiant maître qui oriente les croyances du sujet. Le make-believe est une manière d'appréhender le nom du père, ou une suppléance au nom du père, qui est ce nom du père qui est le principe qui ordonne le monde d'un sujet, comme le dit Jacques-Alain Miller dans Retour sur la psychose ordinaire. Donc pour Lacan, ce nom du père peut être suppléé, pour Jacques-Alain Miller, elle peut être compensée. Lorsque l'on parle de compensatory make-believe, notre Jacques-Alain Miller, c'est une compensation de la forclusion du nom du père. Dans une perspective continuiste, il faudrait postuler non une compensation, mais une résolution de la forclusion du nom du père. Or, ni Lacan ni Jacques-Alain Miller n'ont jamais introduit cette idée qu'il pourrait y avoir une résolution de la forclusion du nom du père. Donc il me semble que la clinique confirme ce positionnement. Un psychotique stabilisé ne change pas de structure, il reste psychotique. C'est ce que permet d'appréhender la clinique des nœuds. Et ce nœud chez un psychotique stabilisé peut être solide, même s'il ne possède pas la propriété borroméenne, propriété qui traduit, selon Lacan, la fonction paternelle dans le noyau. Joyce a persisté, même bien stabilisé, il a persisté à avoir un certain rapport de laisser tomber à son corps. Il s'est mal soigné, par exemple, et il est mort du fait de ne pas avoir soigné certains de ses troubles. Il n'a pas cessé d'avoir des épiphanies. Son symptôme est resté inanalysable. Son rapport à sa femme fut toujours fusionnel, etc. Donc le nom du père chez lui a été compensé, suppléé. Il n'a pas été régénéré. Il n'y a pas eu de passage de la structure psychotique à la structure névrotique.
Jacques-Alain Miller envisage que pour Schreber, avant son déclenchement, il aurait été possible d'observer des particularités dans la construction de son monde qui vous auraient fait dire qu'il était un psychotique ordinaire. Ajoutons qu'un nuage non borroméen peut advenir en l'absence d'un symptôme. Jacques-Alain Miller l'évoque à propos de Schreber en faisant état d'une identification compensatoire, ce que Lacan évoque aussi d'ailleurs. La clinique de la suridentification, voire celle des impostures pathologiques, ou encore celle du comme si, ou détaillage divers, que j'évoque longuement dans un chapitre du livre, toute cette clinique de signes discrets semble bien confirmer que la suppléance ne passe pas nécessairement par un compensatory make-believe, c'est-à-dire par un tenant-lieu du nom du père généré par un symptôme ou un tenant-lieu de symptôme. Bref, il n'y a pas de transmutation de la structure subjective, mais il peut y avoir compensation de la forclusion du nom du père par un symptôme ou par d'autres moyens. La forclusion du nom du père, dans ces cas-là, ne s'efface pas totalement, elle reste discernable à partir de signes discrets, qui peuvent être très discrets parfois, mais quand même, si le sujet vient vous voir, c'est qu'il y a quelques signes en général. Troisième argument de la clinique continuiste, les nœuds élastiques. Pour certains, le dernier enseignement de Lacan, en apprenant la structure du sujet à partir du nouage, ouvrirait la possibilité de passer d'un nouage névrotique borroméen au nouage non borroméen du psychotique ordinaire. Or, si vous prenez l'un ou l'autre de ces nouages, vous pouvez entendre les éléments dans tous les sens. Il est impossible de passer par glissement d'un nouage borroméen à un nouage non borroméen. La seule possibilité envisageable pour passer de l'un à l'autre serait d'abord de rompre le nœud. Et la rupture du nœud, c'est ce que Lacan désigne dans un corps comme étant la schizophrénie, le déclenchement schizophrénique. Alors, il faudrait un déclenchement pour repérer après un autre nouage, si on prend les choses dans ce sens. Or, la clinique ne conforte pas cette hypothèse. Les psychotiques ordinaires les plus solides, ceux qui peuvent être difficiles parfois à différencier de névrosés, ceux-là en général n'ont jamais fait d'épisode psychotique. Ils n'en sont pas passés par une rupture pour refaire un nœud plus solide. Ce n'est pas, loin de là, ce n'est pas dans l'après-coup d'épisodes schizophréniques que les sujets psychotiques se stabilisent le mieux. Bref, il est remarquable que le style chaotant de la recherche de Lacan se soit accommodé d'un seul concept, celui de forclusion du nom du père, introduit en 1957, pour donner une continuité à ses travaux poursuivis à partir de 1946, c'est-à-dire le propos sur la causalité psychique, qui va d'une certaine manière pouvoir être englobé après coup dans la clinique de la forclusion. Et pendant plus de 30 années, il va aborder la psychose à partir de la forclusion du nom de père, tout en faisant subir des distorsions à ce terme, mais il a maintenu ce même terme pour désigner la structure de la psychose, ce qui pourrait laisser croire à un enrichissement progressif d'une approche initiale. Et pourtant, en fait, Lacan a plutôt été incité à reconsidérer périodiquement la forclusion du nom du père, à la mesure de ses avancées, surtout dans l'abord du nom du père, qui a beaucoup évolué. L'engluant en miroir du propos sur la causalité psychique, l'intrusion psychologique du signifiant des années 50, la délocalisation de la jouissance et le dénouement de la chaîne borroméenne des dernières élaborations constituent les grands modèles lacaniens d'appréhension de la psychose. Leur disparité est manifeste, paraît très différent. Et pourtant, la forclusion du nom du père n'est pas un concept éclaté. C'est plutôt un concept qui rebondit, qui se distord, sans se rompre à la faveur de l'étude successive de l'imaginaire, du symbolique et du réel, dans lequel, vous savez, se déploie l'enseignement de Lacan. Je précise ça parce que j'entends parfois la forclusion du père, Lacan, il n'en parle plus à la fin. Mais si, Lacan n'a jamais relié la forclusion, il le dit encore en 1976, et après 1976, il n'a pas beaucoup parlé de la psychose,
mais rien n'indique qu'il soit revenu sur ce concept. Voilà ce que je voulais dire pour introduire à la lecture de cet ouvrage. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On a du temps pour pouvoir poser des questions et débattre avec Jean-Claude Malval. Est-ce que, d'ores et déjà, y a-t-il des tenants de la clinique continuiste? Juste une curiosité, vous disiez que vous auriez proposé un autre terme que celui de psychose ordinaire. Ah, oui, vous avez raison, ça c'est une question, pas seulement pour la psychose. Non, ça c'est pas la même question. Le thème que j'avais proposé, moi, pour la psychose ordinaire, dans les années 80, enfin, dans le numéro, je crois, 44 d'Ornicart, j'ai écrit un article qui s'appelle « Contribution au diagnostic de psychose ». C'est pas le titre que j'avais mis, et c'est un article qui a cette spécificité d'être sans doute le seul article d'Ornicart dont il y a eu la première partie, mais il n'y a jamais eu la seconde. La seconde, elle est dans le livre. Je l'ai développée. Et donc, l'article, d'abord, est signé Kremniter, Didier Kremniter et moi. Par des phénomènes curieux pour cet article, j'en ai écrit 90% et Didier avait écrit un cas clinique dans la deuxième partie. Donc, normalement, j'aurais dû être en premier auteur. Mais la personne qui a changé le titre a aussi changé le nom des auteurs. Je lui dis pourquoi. Elle m'a dit c'est comme ça dans l'école, c'est d'abord l'ordre alphabétique. C'est la première nouvelle. Je crois que c'est jamais comme ça. Enfin, c'était comme ça pour cet article. Bon. Et alors, elle a aussi changé le titre. Ça, sans me demander mon avis, c'est devenu banalement contribution au diagnostic de psychose. Ce que j'avais proposé, c'était un peu lourd, je suis d'accord. Mais enfin, c'était une idée pour dénommer la psychose ordinaire, et j'avais appelé ça « quand le psychotique n'est pas psychosé ». Donc, je jouais sur névrosé, névrotique ou psychotique, psychosé. Psychosé, c'est quand la psychose est... Bon, c'était un peu lourd. Hein. Bon, on n'a peut-être pas eu tort de changer le titre. Mais elle aurait pu me demander mon avis quand même. Et puis, dans le numéro 45, qui a été publié 7 ans plus tard, je crois, il y a eu un arrêt d'Ornica, ils ne se sont pas inquiétés du numéro 44, il n'y a jamais eu la suite de cet article. Bon, enfin, ça, c'est pas grave, mais donc voilà. Alors, je pensais que vous me posiez la question, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme terme autre que névrose, psychose et autisme? Ça, c'est... Parce que ce sont de très mauvais termes, surtout psychose particulièrement, parce que pour les psychotiques ordinaires, on en voit de nombreux aujourd'hui. Personnellement, comme beaucoup, je dirais que 50% des gens qui en analysent sont des psychotiques ordinaires. Et alors souvent, ils sont là, mais est-ce que vous pensez que je suis psychotique, etc. Enfin, évidemment, je ne réponds pas, mais parfois, comme je dis, c'est pas grave, la psychose, c'est un terme ancien, très mauvais. C'est pas plus grave d'être psychotique que d'être névrosé. Il y a des tas de psychotiques qui se débrouillent très bien dans la vie, qui déclencheront jamais. La normalité, c'est aussi la psychose ordinaire stabilisée. Et ça, donc, c'est pour ça que ce terme de psychotique est un très mauvais terme. Alors, j'avais proposé, mais c'est pas très bon, structure refoulante, structure suppléante et structure de bord. J'ai cherché de ce côté-là, mais rompre avec le discours psychiatrique dans lequel on est toujours pris, parce que ça a des connotations qui ne sont pas du tout appropriées à notre temps, quoi. Ah, je crois qu'il y a un micro, mais... Non, on ne peut pas passer le micro, il faut pas Il faut parler fort. Oui, alors j'ai quand même du mal à situer ce que différencierait la psychose ordinaire du symptôme généralisé. Oui. Ceci d'autant plus que vous faites l'annonce de penser la clinique de la psychose systématiquement avec le nouveau romain. Oui. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que vous ne le faites pas forcément avec vos cas cliniques.
D'ailleurs, Je le fais pas avec. Comment? vous ne l'avez pas forcément fait avec les cas que vous venez de présenter. Et d'ailleurs, à cet égard, je rajouterais que l'approche des phénomènes élémentaires, c'est quand même un terme psychiatrique. Oui. Et, Oui. et je continue un petit peu à poser une question critique, parce que c'est vrai que j'ai du mal à comprendre, et notamment par rapport au lâchage du corps. Moi, j'émettrais une objection dans votre livre, parce que vous prenez la clinique à partir de phénomènes élémentaires, mais les phénomènes élémentaires, en quoi c'est directement lié à la clinique romaine? D'ailleurs, vous faites une interprétation que moi je remettrai en cause, notamment au niveau du lâchage du corps chez les SDF. Vous dites, en vous basant sur le livre de Patrick Leclerc, que le lâchage du corps, spécifiquement à la clinique de la rue, c'est psychotique. Mais là, ne serait-ce pas un peu trop superposé le phénomène élémentaire à toute modalité de nœud? Et donc, en fait, vous éloignez de ce que vous proposez. Donc, à toute modalité de nœud, je ne comprends pas. Toute modalité de nœud. Ben, c'est-à-dire qu'on ne peut pas supposer que tous les SDF qui ont un lâchage du corps soient psychotiques. Il y a même des auteurs qui disent le contraire. Oui, non. Et du coup, moi, c'est cette ambition de neuromain que je trouve compliqué à mener et que j'entends pas forcément dans votre livre non plus. Puisque vous ne le menez pas forcément sur tous les cas que vous amenez dans votre livre. Vous n'en formalisez pas toujours les nœuds. Donc c'est une question critique, mais peut-être j'ai besoin d'éclaircissement aussi. Non, les questions sont pertinentes. Alors, il y en a plusieurs. Alors, sur le symptôme, j'ai insisté. Hein, je reprends l'opposition que introduit Lacan, le symptôme désabonné à l'inconscient, qui n'est pas analysable chez Joyce. C'est pas le même que le symptôme du névrosé qui, lui, est fondé sur du refoulé. Hein. Ça, c'est une différence majeure. Alors, les phénomènes élémentaires, effectivement, c'est un terme psychiatrique. Et je reprends un terme psychiatrique. Bon, je reprends aussi psychose ordinaire. Je suis dans le discours actuel, mais il serait sans doute, en effet, plus pertinent d'utiliser un terme différent. Un signe discret est mieux, mais c'est pas pour la même chose. Mais il faudrait, en effet, là aussi, rompre avec le discours psychiatrique, certainement. Phénomène élémentaire. Le jour où on ne parlera plus de psychose ordinaire, il faudrait aussi abandonner le terme phénomène élémentaire. Et alors, le laisser tomber du corps comme phénomène élémentaire, vous me dites qu'il y a certains cliniciens qui disent, à juste titre, que c'est pas forcément psychotique. Effectivement, ça ne suffit pas. Il faut rappeler qu'aucun signe clinique, sauf peut-être l'automatisme mental, ne suffit en lui-même pour spécifier une structure. Donc il faut qu'il y ait une convergence de signes cliniques pour poser un diagnostic. Alors le laisser tomber du corps, je suis d'accord avec vous que dans certains cas, ce n'est pas nécessairement psychotique. Mais si vous avez laissé tomber du corps, les épiphanies, la parole imposée, etc., si vous avez 4 ou 5 éléments qui vont dans le même sens chez Joyce, là, vous avez quand même une argumentation beaucoup plus solide du diagnostic. Et alors, vous me dites effectivement que je ne rapporte pas tous les cas que je déploie à la clinique borroméenne. Oui, c'est vrai, peut-être que j'aurais pu de nouer les choses de manière plus serrée, mais quand même, quand je parle de n'importe quel des cas, j'évoque soit des phénomènes élémentaires, soit des signes discrets, quand même. De certaine manière, ça peut toujours être rapporté soit à l'un, soit à l'autre. Alors, au-delà, bien sûr, il y a la clinique borroméenne. Mais, par exemple, ce que je n'ai pas dit, oui, ce livre, c'est que la moitié de mon travail sur la psychose ordinaire. Il y en a une autre moitié qui, je l'espère, paraîtra un jour. Là, ça a mis 19 ans pour paraître celui-là. J'espère que l'autre paraîtra plus rapidement.
Et dans cet autre livre, il y a un article qui est paru d'ailleurs sur Raymond Roussel, où là j'essaye d'élaborer un nœud différent pour Roussel. Enfin, un nœud différent, quand même assez proche de celui de Joyce, mais différent parce que, à mon sens, chez Roussel, c'est le symbolique qui n'est pas noué. Et son procédé d'écriture va permettre de restaurer un nouage non borroméen. Mais ça, j'ai pu le faire pour Roussel, mais je ne peux pas le faire pour beaucoup d'autres. C'était Jean-Claude Malval, auteur de l'ouvrage Repères pour la psychose ordinaire, publié par les éditions Navarin. Chez ce même éditeur, il a aussi fait paraître Écouter les autistes et Au Seuil, le livre La forclusion du nom du père. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée vendredi 9 octobre 2020 à la librairie Ombre Blanche.